l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce mercredi 31 janvier, c'est la fête de Saint Jean Bosco, saint patron des éducateurs et des apprentis. C'est pour nous l'occasion de parler du retour progressif des patronages en France avec le frère Sébastien Robert, salésien Don Bosco et économe provincial pour le sud de la Belgique et la France. Bonjour et bonne fête. Bonjour, merci, belle fête de Saint Jean Bosco à tout le monde. Don Bosco est né en 1815 dans une famille de paysans pauvres près de Turin, dans le nord de l'Italie. Il meurt en 1888 après avoir fondé les Salésiens et la congrégation de Marie Auxiliatrice pour les femmes, deux congrégations qui l'entourent pour déployer des activités pour les jeunes. Votre fondateur avait une attention particulière aux jeunes des quartiers pauvres et abandonnés. Quand il devient prêtre en 1841, Jean Bosco n'a aucune idée de ce qu'il va faire de son sacerdoce. À l'époque, soit on devenait précepteur de grande famille, soit on devenait curé de paroisse en village. Et c'était pas évident pour lui. Il cherchait, et grâce à un autre confrère, donc à Fasso, il va être invité au Convito Ecclesiastico, qui est une école de pastorale. Il va se retrouver en prison, et en prison, là, il va découvrir des jeunes complètement enfermés, et il va s'effondrer en pleurs. On dit, mais qu'est-ce que font ces jeunes-là? Et ça va le toucher profondément, et il se dit il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la naissance du système préventif de Don Bosco. Comment on peut éviter que des jeunes finissent en prison? Et ça, c'est en 1841 lorsqu'il est ordonné prêtre. Et donc c'est ensuite une rencontre complètement fortuite, un 8 décembre, cher aux Lyonnais qui nous écoutent, un 8 décembre qu'un gamin rentre dans la sacristie pour se mettre à l'abri du froid, de la pluie. Et le sacristain ici présent pensait que c'était pour servir la messe. Et le gamin, non. Donc il le chasse à coups de balai. Et Don Bosco va avoir cette phrase qu'on gardera toujours. Que faites-vous là? Ce jeune est mon ami. Et il va prendre soin de ce jeune, mais prendre soin simplement parce qu'il va être attentif à lui. Et chez Don Bosco, on va toujours être très attentif au jeune, à ce que vit le jeune, à connaître son histoire et à avoir un regard d'espérance sur lui. Et c'est de là que naîtra le premier oratoire de Don Bosco en 1841. Donc Don Bosco a contribué à l'essor des patronages, ces lieux d'éducation, de jeu, de sport et d'évangélisation pour les jeunes. Il y en a eu jusqu'à 15 000 en France au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, environ 200. Pourquoi sont-ils tombés en désuétude et que redécouvre-t-on aujourd'hui avec les patronages? Je pense que le développement des tas d'activités et de propositions que nos sociétés sécularisées ont vécues fait que, effectivement, le modèle peut-être ancien du patronage d'une église ancienne n'a pas correspondu à des attentes d'un développement du sport qui est formidable, mais de tas de fédérations qui ont développé les activités sportives notamment. Mais moi je me souviens dans un petit village de Loir-et-Cher à Montrichard où on avait une éveil, ce qu'on appelait une éveil, qui était une forme de patronage où on faisait du théâtre, on faisait du sport. Et donc les patronages se sont beaucoup développés aussi dans l'est de la France, en Alsace notamment. Ça a été fort et c'est ce qui a donné naissance à la Fédération sportive et culturelle de France, un des mouvements éducatifs de l'Église de France. Et donc, du coup, les patronages aujourd'hui sont vraiment ressollicités. Et j'ai été pendant 6 ans dans le diocèse de Pontoise et Monseigneur Stanislas Lalanne avait ce désir de refonder les patronages, les oratoires dans les paroisses, parce que ce sont des lieux où on peut permettre aux jeunes de grandir. Et chez Don Bosco, on est sensible à ça, d'une éducation intégrale. Le jeune a besoin d'une éducation sur trois niveaux. Je parle souvent de ça. Il y a d'abord le premier lieu. La première, c'est l'église, le premier lieu d'éducation, qui est la famille. Le deuxième lieu, c'est l'enseignement, l'école, apprendre à développer ses savoirs et ses savoir-faire. Et puis, le troisième lieu, c'est ce tiers-lieu éducatif. Ce tiers-lieu qui peut être à la fois un club sportif, un club de musique, et qui peut être un patronage lorsque le jeune est en train de chercher ses talents. C'est pas toujours facile d'avoir tout de suite ses talents et puis d'avoir une construction sociale. Je pense à nos amis scouts et guides de France et tous les autres mouvements de scoutisme qui sont aussi ces tiers-lieux d'éducation. Et on s'est rendu compte que notre Église, dans son service de charité, devait être aussi un lieu d'accueil des jeunes. Et c'est d'où la renaissance des patronages. Et puis c'est aussi redonner à des jeunes la possibilité de découvrir Jésus, Christ, au-delà de simplement un cours de catéchisme, non pas que le catéchisme ne soit pas nécessaire, mais qui parfois est dans la transmission de connaissances sur la foi chrétienne, et le patronage étant une manière de vivre et de construire son identité chrétienne. C'est-à-dire que quand le jeune dit « moi, je vais à l'église »,
et ben là, on gagne quelque chose. Pour être concret, vous participez au renouveau de ces patronages ces dernières années en France et en Belgique. Parlez-nous déjà de votre expérience du Val d'Occo, né en 95 à Argenteuil, dans l'une des périphéries de notre société, comme dirait le pape François. Oui, alors c'est les périphéries, c'est d'ailleurs le propre de la vie religieuse, d'être le cœur de la prière et en mission auprès des périphéries. Les périphéries nouvelles, c'est tous ces lieux où ces jeunes se concentrent. Et en 1993, effectivement, 93-94, cette concentration de population où le jeune vit tout au niveau de son immeuble. Il vit dans son immeuble, en bas de l'immeuble, il y a l'école, en bas de l'immeuble, il y a le commerce. Et cette concentration fait qu'en 1993-94, les banlieues explosent, notamment à Argenteuil, et en une forme de guerre urbaine où les jeunes se focalisent sur l'autorité de police comme l'ennemi à abattre. Et donc, du coup, voilà, ça devient une guerre. Et en 1994, l'évêque de Pontoise demande aux Salésiens de venir en disant il faut redonner de l'espérance à ces jeunes qui vivent dans les quartiers. Ce sont des bons jeunes. Mais vous savez que le plus grand danger d'un jeune, c'est l'oisiveté. Rester à rien faire, c'est là qu'on fait des bêtises. Et en fait, il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Et donc, avec mon confrère, le père Jean-Marie Petitclerc, en 1995, nous fondons le Val d'Occo à Argenteuil. Alors, c'est d'abord une association de prévention qui répond au cadre des politiques de la ville et donc financée par les collectivités territoriales, notamment les départements, pour des postes d'éducateurs spécialisés qui travaillent auprès des jeunes, et auprès de tous les jeunes. Chez Don Bosco, on est attentif à être présent partout. On a une école au Maroc, à Kenitra, où le système Don Bosco marche très bien, même en terre d'islam. Et donc, du coup, en 95, quand on ouvre le Val d'Occo, c'est d'abord pour s'occuper de tous les jeunes. Mais automatiquement, l'évêque de Pontoise me dit on vous confie aussi la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney d'Argenteuil, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas chez nous d'être présent sans une présence sous 4 formes, l'école qui enseigne, la maison qui accueille, la famille qui éduque, et cette plaine de jeu où on peut se divertir. Et Don Bosco disait, laissez les jeunes courir, sauter, chanter. Les jeunes ont besoin de ça, ça fait partie de leur construction. C'est ouvert à toute religion, à toutes les familles. Alors le Val d'Occo, comme il répond à des demandes et à des sollicitations des préfectures, effectivement, nous avons cette obligation d'être laïque. L'association, le Val d'Occo est laïque. C'est pour ça qu'il y a quelques années, avec des jeunes de la paroisse, on s'est dit, mais il nous faudrait peut-être quelque chose qui soit un peu plus... où la présence du Christ est manifestée, où la présence de la foi chrétienne est manifestée. C'est comme ça juste avant la Covid, nous avons lancé le Patro Bosco à côté du Val d'Occo. Il était hors de question de travailler les uns contre les autres. Il n'y a pas de concurrence dans l'église. Et donc, du coup, on a travaillé avec le Val d'Occo. Et là, on est un lieu qui accueille, mais on va dire aux jeunes, dimanche, on se retrouve à la messe. Et puis là, on va peut-être faire un temps de prière. Et c'est un lieu de centre de loisirs, un accueil collectif de mineurs, comme on dit dans la réglementation française. Mais c'est d'abord un lieu où on va dire, où on va afficher sa croix. Moi, je suis religieux, je porte ma croix de Salésien de Don Bosco. Et donc, on va afficher notre croix et on va faire le lien avec la foi. Mes confrères prêtres sont là. Et on est un centre de loisirs, mais de l'église, de la paroisse, et qui accueille aussi tout le monde. Mais on propose à tout le monde. Et combien de fois ça nous est arrivé d'avoir des jeunes qui disent « Mais je peux venir à la messe ?» Bien sûr, la messe est ouverte à tout le monde. Et c'est aussi un moyen d'évangélisation, c'est-à-dire de proclamer cette bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour nous. On le disait, les patronages suscitent un nouvel intérêt en France, dans tous les milieux sociaux, pas que dans nos quartiers populaires. Le cardinal Lustiger a créé la Facelle dans les années 90 pour favoriser de nouvelles ouvertures. Il y a aussi une redécouverte par les congrégations religieuses, les diocèses, les paroisses. À l'échelle de la France, à quels besoins éducatifs les patronages peuvent-ils répondre, au-delà de ce que nous donne la famille et l'école qu'on peut considérer en crise ? Alors depuis quelques années, il y a eu même l'Union des patronages, qui est sous l'égide de la Conférence des évêques de France, de la Conférence des religieux religieuses, avec les Facelles, avec Don Bosco, avec le Centre Lapparent à Paris, avec plusieurs et la Focale, avec plusieurs grands poids lourds, j'ai envie de dire, des patronages et de l'éducation. Et effectivement, on s'est unis parce qu'il nous faut dire l'intérêt, la chance de pouvoir organiser dans toutes nos paroisses des patronages, des oratoires, dirons-nous chez Don Bosco. C'est ce tiers-lieu éducatif dont je parlais. C'est aussi se dire, mais
ce que disait Don Bosco à son époque, si on ne s'occupe pas des jeunes, c'est eux qui vont s'occuper de nous. Et que comment on donne à notre monde un regard d'espérance et de se dire que les jeunes, l'avenir n'est pas foutu, eh bien c'est en redonnant des valeurs aux jeunes. Parce que dans une tradition ignatienne, on dirait on fait un choix qu'entre de bons chemins, mais faut-il encore savoir quels sont les bons chemins. Et je crois que ce qui sauvera notre monde, c'est bien sûr la bonne nouvelle du Christ, mais aussi l'enseignement de valeurs. Qu'est-ce qui, pour moi, fait que je suis fier? Comment un jeune, on peut lui demander, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeune, forcément, va avoir besoin de se confronter au cadre. Il se confronte au cadre des parentales, il se confronte au cadre institutionnel. Le patronage, les tiers-lieux éducatifs sont des lieux où je me confronte à la société, où j'apprends à vivre dans un cadre, où j'apprends à vivre, où je sais que j'ai besoin des autres. Je ne sais pas vivre sans les autres. Et donc, les patronages c'est à travers cette foi chrétienne, un moyen d'aider le jeune à grandir dans nos sociétés et ne pas avoir honte de venir à l'église. Est-ce qu'il y a des demandes aussi émergeant des parents, des familles pour avoir ces lieux justement d'éducation? Oui, les parents, moi je me souviens d'une famille quand j'étais à Argenteuil ou même d'une autre famille à Lyon qui disait, moi je ne fais pas sortir mon enfant de l'appartement si je ne sais pas où il va. C'est-à-dire que des parents ont peur de ce que peut devenir un enfant s'il traîne dans la rue, et je crois qu'ils ont raison, non pas que le jeune soit mauvais, bien au contraire, mais parce qu'il peut faire de mauvaises rencontres. Et au Val-de-Caux, quand on travaille dans les cités, l'idée c'est justement de dire l'exemple du grand frère qui fait un peu de marché noir, c'est pas le bon exemple. Et tu peux, comme dit mon confrère Jean-Marie Petitclerc, tu as plus de chances de rentrer à Polytechnique qu'au Paris Saint-Germain. Et donc, dire à un jeune, vas-y, tu peux y arriver à l'école, tout passe souvent aussi par de l'aide aux devoirs. Moi, je me souviens, dans notre paroisse, combien de jeunes venaient, disaient, Seb, on peut venir à la paroisse, là, on voudrait réviser le bac. Et d'être un lieu d'accueil, et là, tout le temps. Et dans ces cas-là, les parents sont heureux de savoir qu'ils sont dans un lieu sécurisé. Et que dirait Don Bosco pour tenir la double fidélité à une démarche d'éducation populaire ouverte à tous et en même temps à une vision éducative, chrétienne et missionnaire, ces deux démarches qu'on oppose souvent? Oui, mais alors nous, on ne les opposera pas du tout parce que justement, je vous parlais du Maroc tout à l'heure. Au Maroc, tout jeune né au Maroc est forcément musulman. C'est un État avec une religion, mais il y a une liberté de culte. Il n'y a pas la liberté de religion, mais la liberté de culte. Et donc, nous sommes présents pour tous les migrants subsahariens qui arrivent au Maroc. Et là-bas, on n'a pas le droit de parler de Jésus. C'est interdit. Mais par contre, on parle de Don Bosco. Et donc, du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois qu'il faut savoir faire la part des choses entre l'annonce explicite, Jésus-Christ mort et ressuscité, qu'on annonce clairement, et puis parfois l'accueil en douceur. Et si on s'appelle salésien de Don Bosco, c'est à cause de saint François de Sales, apôtre de la douceur. Et Jean Bosco avait dit, il faut que vous soyez doux avec les jeunes comme l'apôtre de la douceur. Et nous, on va plutôt favoriser cette douceur, c'est-à-dire amener au Christ doucement. Merci, frère Sébastien Robert. Et je crois que vous avez une petite... Oui, justement, je vous parlais beaucoup du Maroc parce qu'on a la chance d'avoir le Monseigneur Cristobal Lopez Romero, qui est cardinal archevêque de Rabat, que j'ai bien connu lorsqu'il était directeur de notre école et qui est salésien de Don Bosco et qui était directeur à Kénitra, et que nous avons invité, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient sur Paris le mardi 27 février à 18h30 au Centre Lapparent. Nous l'avons invité à faire une conférence sur dialogue et éducation en terre d'islam. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.